Ils reviennent. Dans cet épisode de Chasseurs d'OVNI, Waouh, j'ai toute une série de lumières. en mars 1997, des milliers de personnes observent un mystérieux phénomène aérien au-dessus de Phoenix. Mais qu'est-ce que c'est? En découvrant une autre vidéo montrant une formation de lumière similaire, les habitants de Phoenix se demandent s'ils ne font pas l'objet de visites répétées. Vous avez vu ça? Notre équipe d'experts se rend sur place pour voir si ces phénomènes ne seraient pas liés à l'une des expériences paranormales les plus troublantes qui soient. C'est la guerre des mondes. Ils vont interroger un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres dans les environs de Phoenix. Il aurait passé plusieurs jours dans leur vaisseau spatial. Je n'y suis jamais retourné seul. Sur le site de l'enlèvement, notre équipe est prête à tout pour découvrir le fond de l'histoire. Mais à la tombée de la nuit, nos trois enquêteurs font eux-mêmes une effroyable rencontre. Tous en campement! Vite, vite. On y va, James. Qu'est-ce qui se passe? Cet engin ne vient pas de la Terre. Vous avez vu ça? Il y a généralement une explication plus simple pour les objets étranges que les gens voient dans le ciel. Pour la première fois de ma vie, je me dis que les ovnis existent peut-être. Être là, en train de chercher des indices, c'est ma vie. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Oh la vache! Waouh! Il y a beaucoup de signalements d'ovnis en Arizona, non? Exactement. Aux États-Unis, c'est l'État qui en comptabilise le plus. L'incident de 1997 est connu sous le nom des Lumières de Phoenix. Je suis dessus. Incroyable. On les voit bien, là. Que penses-tu des lumières de Phoenix? Ce que j'en pense, d'après les témoins, il s'agirait d'un gigantesque engin en forme de V, long d'environ 1,5 km. Il y a eu des centaines, voire des milliers de témoins oculaires. L'affaire des Lumières de Phoenix m'a toujours fasciné. Récemment, j'ai découvert une vidéo montrant un engin similaire. Elle a été tournée par un certain Terry Connett. Je suis en train de visionner la vidéo de Terry Connett. Tu l'as vue? Oui, on y voit très clairement la formation lumineuse triangulaire. J'entends rien, et toi? Moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit d'abord un objet brillant. Puis, il lève la caméra vers la Lune. Tu vois juste là. Puis il revient sur les lumières. Pendant quelques secondes, ça couvre tout l'écran. On dirait un énorme triangle. C'est incroyable. C'est immense. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo a été tournée à 65 km de Phoenix, 4 ans avant les Lumières de Phoenix. Sur la vidéo de Terry, on distingue une formation triangulaire qui rappelle tout de suite les Lumières de Phoenix. Un autre triangle. Je n'ai jamais vu d'image de vaisseau en forme de boomerang aussi parfaite. Je ne peux pas affirmer avec certitude que le vaisseau filmé par Terry Connett est le même que celui qui a survolé Phoenix en 1997. Mais il lui ressemble beaucoup. Ce pourrait être le même objet. Ça me fait penser à une gigantesque aile en flèche. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est une forme très aérodynamique. Ben va encore une fois essayer de démontrer que c'est un objet d'origine terrestre. Comme je dis toujours, c'est extrêmement difficile de se faire une idée de l'échelle et de la profondeur en regardant le ciel de nuit, ou même de jour. À moins d'être un habitué des spectacles de voltige aérienne ou un fanat d'aviation. Qu'est-ce que je disais? Je veux voir ça. Pour qu'une personne s'arrête, se gare sur le bas-côté, attrape une caméra et filme le ciel, il faut qu'il se passe quelque chose de vraiment inhabituel. Ben, tu ronfles? Quoi? C'était un grognement dubitatif. Merci d'être venu, Terry. Nous avons visionné votre vidéo. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous raconter les circonstances de l'incident? Le ciel était clair, il n'y avait pas de nuages. Nous revenions du Grand Canyon en voiture.
nous avons aperçu une série de lumières juste au-dessus de l'horizon. Je n'arrivais pas à regarder autre chose. J'ai sorti ma petite caméra. À mesure qu'on s'approchait, on a pu distinguer une forme en V. Mais qu'est-ce que c'est? Un autre triangle. J'ai vu un tas de spectacles aériens. J'ai visité des bases militaires. S'il y avait eu du bruit, j'aurais pensé à des avions. Il y a l'aéroport Sky Harbor et une base aérienne pas loin. Mais il n'y avait aucun bruit, pas un murmure. J'entends rien, et toi? Non, j'entends rien. Il n'y a aucun bruit. Ce ne sont pas des avions en formation. Le V était formé de lumière blanche fixe, pas clignotante. C'était une lumière blanche fixe, ni rouge ni bleue. D'après vos connaissances en aviation, ne pensez-vous pas qu'il puisse s'agir d'avions volants à très haute altitude? Un très gros engin en forme de V? Une aile volante ne forme pas un V. Or, ces lumières décrivaient un V. Avec un angle plus aigu? Beaucoup plus aigu. Et il est passé juste au-dessus de vos têtes. Exact. Quand il est passé, j'ai pu prendre la mesure de ses proportions gigantesques. C'était beaucoup plus gros qu'aucun avion connu. Je dirais de la taille de 8 ou 10 B-52 mis bout à bout. Eh ben... Et si on compare ce phénomène aux lumières de Phoenix observées en 1997? Les lumières de Phoenix ressemblent beaucoup à ce que j'ai vu. C'en est troublant. Ça a éveillé beaucoup de souvenirs étranges. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Si on nous avait dit que c'était une opération militaire top secrète, je me serais contenté de l'explication. Mais on n'a jamais su ce que c'était. Le témoignage de Terry est fascinant. Sa vidéo est très convaincante et elle corrobore la théorie d'un objet volant massif et silencieux en forme de V au-dessus de l'Arizona. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui est aux commandes de cet engin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve Terry très convaincant. C'est le témoignage que je trouve le plus crédible pour l'instant. Il est très méthodique. Il avoue que ça aurait pu être des avions volants en formation, mais ça présentait des caractéristiques trop étranges pour qu'il puisse en être sûr. Ben va finir par y croire. Je crois que ce qui est vrai... La vérité, c'est qu'on n'est pas seul. La vérité, c'est trop pour toi. Je confirme qu'il s'agit d'un objet en forme de triangle sur la vidéo. Mais cet objet n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ça pourrait être un engin expérimental militaire ou même commercial. Ça pourrait être des balises ou des fusées de détresse. Ça ne vient pas forcément de l'espace. En tant que scientifique, je m'appuie sur des preuves. Et pour ça, il faut faire des expériences. Une des explications possibles est que ce seraient des balises larguées par des avions militaires lors d'un exercice. Grâce à une équipe de parachutistes de la région, nous allons voir si des fusées de détresse pourraient faire le même effet. Venez, que je vous montre le plan de bataille. Il y a 2 points d'observation au sol. Je reste en contact radio et vous préviens quand il saute. Après, je vous passe la main. Ryder restera dans l'avion, Ben et moi observerons le phénomène depuis le sol à 2 endroits différents. Ce test va nous permettre de prouver que les images filmées par Terry ne montrent pas des fusées de détresse. On n'a plus qu'à attendre. Ryder à James et Ben, vous m'entendez? 5 sur 5. On t'écoute. On est à bord de l'avion et on décolle. Entendu. Bonne route, Ryder. Je vous confirme quand on sera en place. C'était sympa. Ça tourne. Je vais braquer sur eux. Quand je pense qu'ils vont sauter dans le noir complet,
est à 8 km de la zone de saut. Les voilà. Ça va être trop cool. Les portes sont ouvertes. Entendu, ça va décoiffer. Accrochez-vous. Un dernier mot? On est prêt pour le grand saut. Les parachutistes vont sauter à environ 3 km d'altitude avec des fusées de détresse attachées à leurs chevilles. Ça devrait prouver que les phénomènes observés ne peuvent en aucun cas être associés à des balises. Ayez l'air d'OVNI autant que possible. Entendu. On y va. Waouh, la vache! C'est hallucinant. C'est le truc le plus dément que j'ai jamais vu. Oh là là. On dirait des comètes. Vous voyez ça? Ça ouais. On dirait des comètes, des étoiles filantes, mais pas du tout des ovnis. C'est la guerre des mondes. À quoi ça ressemble? Rien à voir avec la vidéo de Terry. J'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. C'était dément, Ryder. Très beau spectacle de lumière. Je sais pas si on peut confondre ça avec un ovni. Mais je dois admettre que c'était hallucinant, bravo. Et merci. Mais de rien. Notre expérimentation d'hier m'a convaincu que les lumières observées dans le ciel de Phoenix ne sont pas des fusées de détresse. Si ce ne sont pas des fusées, alors ce sont peut-être des ovnis. On a rendez-vous avec Jeff Willis, connu pour avoir des centaines de vidéos d'ovnis. Parmi elles, des images montrant une formation triangulaire similaire à celle de Phoenix. La plupart de vos vidéos ont été filmées dans la région? Oui. Qu'est-ce que vous nous montrez? Ces images ont été prises le 24 mai 2003. C'est ce que j'appelle une soucoupe volante. Celle-ci date du 20 avril 2006. C'était pas loin d'ici. Bizarre. Celle-ci a été prise le 12 mai 2005. Ça commence avec 4 points lumineux. Waouh, j'ai une série de lumières. Elles se déplacent. Tu les as, Pat? Il y a 5 points qui se dirigent à gauche, comme le truc de Josh. Comment savez-vous que ce ne sont pas des fusées de détresse? Les fusées de détresse ne brûlent pas plus de 3-4 minutes. Et là, ça dure 7 minutes. On n'entend aucun bruit, c'est le silence le plus complet. Que croyez-vous avoir vu et filmé? C'est toute la question. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je sais que ce n'est pas normal. Et je suis presque sûr que ce n'est pas le gouvernement. À vrai dire, si je fais tout ça, c'est pour essayer de comprendre, pour trouver une réponse à mes questions. James prend ses vidéos pour argent comptant. Moi, il m'en faut beaucoup plus pour conclure qu'on a affaire à des ovnis. Il y a énormément d'objets ordinaires dans le ciel que l'on n'a juste pas l'habitude de voir, parce qu'on passe le plus clair du temps les yeux rivés au sol et non vers le ciel. Jeff nous a parlé d'une observation faite tout près d'ici, à Thunderbird Mountain, à moins de 5 km au nord de la ville. Il a accepté de nous y conduire et de nous présenter 2 ufologues de la région pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le ciel d'Arizona. Chasser les ovnis n'a jamais été facile. Mais nous sommes prêts à tout pour traquer la vérité.
Côté équipement, je crois qu'on est paré. James, Jeff et moi allons au point d'observation en haut de Thunderbird Mountain. Vous restez là pour suivre les événements sur les écrans. Prévenez-nous si vous détectez quelque chose. Pareil pour vous. Si vous voyez quelque chose, signalez-le, qu'on braque les caméras dans la bonne direction. Ok. T'inquiète, il s'y connaît. C'est vrai. Faites gaffe. On reste en contact radio. Doug, bonne chance. Jeff, combien de temps attendez-vous en général avant de voir quelque chose? Ça dépend. J'ai passé des centaines d'heures à observer le ciel. La plupart du temps, on ne voit rien. Parfois, la chance vous sourit. Si vous avez l'occasion de vous éloigner dans le désert comme ici, loin des lumières de la ville, vous pourrez mieux faire la différence entre un avion et un ovni. Souvent, les avions ressemblent à des ovnis. Mais si on les observe attentivement, on voit la différence. Parfois, les ovnis passent pour des avions. Absolument. Hé, regardez cette lumière orange. Une lumière orange, vous la voyez? Oui. C'est le sud-ouest? Ah, je l'ai perdue. Elle a dû descendre sous la ligne d'horizon. Il faut monter au sommet. Alors dépêchons-nous. Vite, on va la perdre. Il y en a deux. Dépêchez-vous. J'arrive. Allez, allez. Ça y est, je la vois. Regardez ça, je l'ai. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est la Rainbow Valley. On y a déjà signalé plusieurs incidents. La vache. Regardez juste au-dessus sur la droite. Vous avez vu? C'est bon, il faut les appeler. Dites-leur de se retourner. Ben, on a quelque chose. Un globe rouge. Vers l'est, à 30 degrés au-dessus de l'horizon. À toi de jouer. Entendu, James. Tu l'as vu, Ben? James, je peux pas manier la caméra et te parler en même temps. Je le quitte pas des yeux, il bouge. Ne touche à rien. C'est une lanterne chinoise. C'est une blague? Non. Incroyable. J'ai pu braquer la caméra dessus. À vous. Entendu. Oh la vache, c'était dément. Comment c'est emballé, les gars? Franchement, j'avais jamais vu un truc pareil. C'est démentiel. La dernière fois que j'ai vu une lanterne chinoise, c'était dans Karate Kid 2. Frotté, illustré, Daniel San. Message reçu. Si tout le monde avait un objectif comme celui-ci, il y aurait 10 fois moins de signalements d'ovnis. Dans le mille. On a tiré le gros lot avec Jeff Willis. L'expérience d'hier soir est une belle leçon. On a la preuve que dans la plupart des cas, il y a une explication plus terre-à-terre au phénomène que les gens voient dans le ciel. Prochaine étape, parler avec un homme qui prétend avoir vécu une rencontre du troisième type. Son histoire est passée à la postérité grâce au film sorti en 1993, Visiteur extraterrestre. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Walton. Travis Walton a accepté de nous recevoir. Il prétend avoir été enlevé par des extraterrestres en 1975 alors qu'il travaillait dans la forêt. J'adore quand les gens disent c'était vraiment inhabituel. Qu'est-ce que c'est? Le météore cratère. À 3 km d'ici. On peut y aller? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je connais déjà par cœur. Bah justement, tu nous feras la visite. C'est effectivement un site incontournable. C'est vraiment E.T.? Ouais. Oh la vache. Oh la vache. C'est un site d'impact avec un objet extraterrestre. Je confirme.
Vous voulez de l'extraterrestre? En voilà. Où ça? Juste là, devant toi. Pas de quoi fouetter un chat non plus. Ça te suffit pas? C'est pourtant digne de Michael Bay. C'est cataclysmique. Ryder et James voulaient un site d'impact avec un objet extraterrestre. En voilà un. Il y a environ 50 000 ans, une météorite d'une trentaine de mètres de diamètre a percuté la Terre à plus de 40 000 km/h. L'impact a creusé un cratère de 150 mètres de profondeur. C'est un objet extraterrestre. Ça s'est passé ici, et c'est prouvé. Faites-moi sauter tout ça. On reprend la route? Ce serait bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui a déjà étudié ces incidents d'un point de vue scientifique. Ça nous ferait gagner du temps. Je n'ai jamais rencontré personnellement Phyllis Budinger, mais j'ai cru comprendre qu'elle était fiable. Elle a été recommandée par un centre d'ufologie très sérieux. Cette femme est l'une des rares scientifiques de la communauté des ufologues. Elle étudie les données de façon objective avant de les rendre publiques. Je peux lui passer un coup de fil et voir si elle est libre. J'adorerais pouvoir parler avec une personne qui a une approche plus scientifique des événements, voir comment elle procède pour trier et analyser les données. Ça serait génial. Pour un ufologue tel que moi, l'affaire Travis Walton fait partie des 3, 4 ou 5 cas les plus intéressants qui existent. En tant que scientifique et spécialiste en la matière, quel intérêt accordez-vous à l'affaire Travis Walton, sur une échelle de 1 à 10? Le maximum, 10, sans hésiter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il s'agit d'un enlèvement. Il y a plusieurs témoins, ce qui est loin d'être négligeable. Des témoins ont vu l'OVNI à bord duquel Travis a été enlevé. Tous ces hommes, sauf un, ont passé l'épreuve du détecteur de mensonges. Celui qui a échoué s'est levé et est parti énervé. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai rencontré Travis une fois. Il a été vraiment traumatisé par les événements. Je l'ai écouté et je l'ai trouvé crédible. Il y a des détails qui ne mentent pas. Les ovnis laissent-ils des traces matérielles de leur passage? Oui. Ça peut être des traces de brûlure, une odeur d'ozone, des cercles dans l'herbe. Il y aurait eu également des morceaux de métal. Ah oui? Oui. Ce serait intéressant d'avoir le rapport isotopique des autres éléments et résidus déposés sur les branches cassées. Ce sont des preuves matérielles. En ce qui concerne l'affaire Travis Walton, que devons-nous relever sur le site? Les cernes des arbres, le champ magnétique des lieux. J'ai cru comprendre que le vaisseau avait émis un rayon lumineux. Si ça a affecté Travis Walton, ça a dû affecter la végétation autour de lui. Mais ces traces sont-elles encore présentes? Peut-être que l'OVNI revient sur ces lieux régulièrement. En tout cas, il était là pour une raison. L'approche de Phyllis est proche de la mienne, ce qui est plutôt encourageant. J'espère collecter des données fiables et trouver enfin des réponses. Il nous reste 2 heures de route. Fini les arrêts pipi. Ryder était au volant et soudain, elle s'est mise en tête de prendre un raccourci à travers champs. Ça vous dit de faire du hors-piste? James, accroche-toi à Ben. C'est plus accidenté que je m'y attendais. Ça déménage. J'espère qu'on va pas se manger le renfoncement sur la gauche. Si on tombe dedans, on est foutu. Appuie sur le champignon, ma belle. Sors-nous de là. Attention, attention! Et voilà, en plein dans le trou à gauche. J'espère que c'est un 4x4. Même pas. C'est pas vrai. C'est une blague. C'est simple, on était bloqués. C'est là-haut que je voulais vous emmener. Quel bazar. Ne recule surtout pas. Si la roue arrière remontait trop, c'est toute la voiture qui basculait. On fait quoi maintenant? Faut trouver une solution. Et si elle redressait les roues par là, on devrait pouvoir se dégager? Ça le fera pas, elle risque de basculer sur la gauche. C'est une location. On est assuré, non? Comme à chaque fois, James et moi avons 2 analyses radicalement opposées de la situation. Si on comble le trou jusque-là, ça fera une sorte de rampe. C'est ça, on prend de la vitesse et on décolle. Ça marchera pas. Attends, t'avises pas de contrarier le géologue.
Voyons ce que ça donne. Je parie 1000 $ que t'as tort. Allez, 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 allez. Et voilà, ça marche pas. Attends une seconde. Braque encore un petit peu. Reste plus près du bord. C'est pour ça que je t'ai dit de redresser et de ressortir. Quand on fait du hors-piste, il faut avoir un 4x4. Ouf, on a réussi. J'y crois pas. Regardez où on était. Quelle galère. Allons voir Travis Walton. Et on reste sur la route principale cette fois. Ça me va. Fini les raccourcis. On a le temps. On taille la route. Eh ben... Pour moi, rencontrer Travis Walton, c'est comme rencontrer Neil Armstrong pour Ben. Il a fait une rencontre du 3e type et il fait partie des témoins les plus crédibles. L'affaire Travis Walton est l'un des cas d'enlèvement par les extraterrestres les mieux renseignés au monde. Il y a 7 témoins. Travis a disparu 5 jours. J'ai hâte de lui parler. Nous espérions que vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé en 1975. C'était en automne, il faisait doux. On venait de finir de travailler. La journée avait été longue et le soleil était couché depuis longtemps. On était en voiture. On venait de prendre la route quand on a vu des rayons de lumière percer à travers les arbres. Au début, on n'a pas trouvé ça alarmant, mais il y avait quelque chose de bizarre. On s'est tus les uns après les autres. Et d'un coup, c'était devant nous. C'était à couper le souffle. Pouvez-vous nous le décrire? On aurait dit 2 moules à tarte refermés l'un sur l'autre, avec un petit dôme, haut comme cet arbre, et à la distance de l'arbre derrière. Il y avait des éléments métalliques opaques et d'autres qui brillaient. J'étais sidéré. Ça avait l'air tellement fluide et puissant. On s'est arrêté, j'ai ouvert la portière. Je me suis dit que je n'aurais pas le temps de m'approcher très près. Les autres m'ont hurlé « Reste pas là, reviens !» Un rayon d'énergie a jailli du fond du vaisseau. J'ai été frappé de plein fouet. C'était très puissant. Ça m'a frappé à la tête et à la poitrine. J'ai entendu les autres crier « Il est mort, ils l'ont tué, fichons le camp !» Ils ont paniqué, ils ont fui. Ça picotait et en même temps, j'étais engourdi. Quand j'ai repris conscience, j'avais très mal. Je me suis demandé où j'étais. J'entendais des bruits de mouvement autour de moi, j'ai cru que c'était des médecins. Et puis, j'ai ouvert les yeux sur le visage d'une créature qui était penchée sur moi. Quel choc! C'est ce qui revient le plus dans mes cauchemars. Ensuite, je me suis réveillé sur le bord de la route. Je n'y suis jamais retourné seul. Je sais que c'est difficile, mais accepteriez-vous de nous accompagner pour étudier les lieux? Oui, j'irai avec vous, mais pas tout seul. Bien sûr que non. D'accord, on peut y aller tous ensemble. C'est l'un des cas les plus passionnants de l'histoire. Moi, j'y crois. Il a été enlevé, je n'en doute pas une seconde. Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'histoire de Travis. Je n'ai pas assez de données pour me prononcer. Pour me convaincre que ça s'est vraiment bien passé, il faut me montrer des preuves matérielles. Notre enquête nous emmène sur les lieux de l'enlèvement présumé. Nous allons chercher des preuves d'une présence extraterrestre.
Après notre mésaventure hors piste, je préfère ne courir aucun risque sur la route. J'ai demandé du renfort aux secouristes Navarro. Ils connaissent la région comme leur poche et sont équipés d'un camion tout-terrain bien plus puissant que notre 2 roues motrices. On est prêts? Le site de l'enlèvement présumé est à 48 km au nord d'une route forestière de la forêt nationale Sitgreaves. C'est ici que vous vous êtes séparés? Oui, ils m'ont laissé et ils sont partis. Sur cette même route? Oui. A-t-on signalé d'autres incidents dans les environs? Très régulièrement. En chemin, Travis nous a dit quelque chose de très intéressant. Il pense qu'autour du site de l'enlèvement, les arbres ont connu ensuite une croissance accélérée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Nous y voilà, c'est ici. Ça y est, on y est. Travis a retrouvé l'endroit. Voyons ces arbres. En mesurant les cernes annuelles des arbres, on peut déterminer la vitesse à laquelle ils ont poussé au cours d'une période donnée. Nous allons prendre quelques relevés pour voir s'il y a des anomalies. Par ici. Ça fait drôle d'être là. C'est après cet arbre déraciné. Le vaisseau était en vol stationnaire à cet endroit et le rayon de lumière englobait toute cette zone? Oui. Travis, on va relever les cernes d'un arbre ici même, au centre de la zone de kidnapping. Celui-là? Éventuellement, oui. Attention! Super! Oh, regardez! Il montre une croissance régulière depuis le début. Et pendant 15 ans. Et ensuite, la croissance semble ralentir. On ne peut pas lier cette observation à la présence d'un ovni. Mais cette anomalie dans la croissance des arbres soulève tout un tas de questions. Je fais un relevé topographique à 360 degrés de la zone définie par Travis Walton. Ça va nous permettre d'indiquer avec précision la position des arbres étudiés. On pourra alors déterminer s'il y a une croissance accélérée des arbres dans cette zone. On y verra plus clair. Plus on monte, et plus on a de chances de trouver des traces laissées par un ovni survolant les lieux. La première branche. Oh la vache! Non! J'arrive pas à le clipper. Non! Je sais pas si j'y arriverai. Ah, c'est pas vrai. Ben! Ryder! Non! Ton bras gauche! Je perds prise! Qu'est-ce que je peux faire? Au secours! Un peu plus loin! De l'autre côté! Oh la vache! C'est bon. Je suis en place. Comme sur des roulettes. Ah! Zut! Enfin, presque. Attention! Oh là là, je vais mourir. J'espère que ça se voit pas. Mais non! Attention! Oh non! Je maîtrisais complètement. Ça se voyait d'ailleurs. Oh la vache! Nom d'un chien! Punaise! C'est pas vrai! Bon, il y a eu quelques accros. Je te tiens. Bravo. Merci. Libéré. T'as vu mes mains? Oui, j'ai vu. J'ai trouvé quelque chose par ici. C'est quoi? Venez voir. Regardez, Travis et moi avons trouvé cet arbre. Il était déjà présent au moment de l'enlèvement.
Quelque chose a causé une croissance accélérée de cet arbre après cet événement. C'est un bûcheron, il doit s'y connaître. Il a l'air de dire que cela corrobore la thèse de la présence d'un ovni juste au-dessus de ces arbres. Il y a peut-être du vrai. Merci pour votre aide, Travis. Quelle histoire. Revenir sur les lieux de son enlèvement était traumatisant. À mesure que la nuit tombait, je le voyais qui s'agitait et il a préféré rentrer. Étant donné les efforts qu'il nous a fallu pour venir jusqu'ici et les choses bizarres qui se passent dans la région, on a décidé de rester. On est paré pour la nuit, Eric. Encore merci de nous avoir aidés à venir jusqu'ici. C'est rassurant de savoir qu'on a des sauveteurs à nos côtés. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir? C'est un peu flippant. Moi, je n'aime pas trop rester ici le soir. Ah bon? Cet endroit est particulièrement visité. Oh oui, très souvent. Dans un rayon de 30 km, on observe beaucoup de lumière dans le ciel. Des ovnis? Oui. Il y en a. Ok. On crie si on a besoin d'aide. Entendu. Bon, j'aimerais bien retourner sur le site pour voir ce que ça donne. On va balayer rapidement les environs pour être sûr d'avoir tout couvert. D'accord, on reste en contact radio. Les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Travis maintenant? Comme toujours, c'est très sensationnel, avec des preuves écrasantes. Mais je réserve mon jugement. Et toi? Pour être honnête, quand je l'ai interviewé, j'ai trouvé qu'il me donnait énormément de détails. Presque trop. Des tonnes de preuves. Ça m'a fait tiquer. Mais en arrivant ici, je l'ai senti très perturbé pendant qu'on cherchait l'endroit exact. Quelque chose s'est passé ici, ça c'est sûr. Si j'avais été là il y a 35 ans, j'aurais vu quelque chose qui n'était pas de ce monde. Incroyable. Dément. Je n'en reviens pas d'être sur le site d'un des enlèvements les plus célèbres de l'histoire. Travis Walton et les visiteurs de l'espace. Voilà la route sur laquelle le camion s'est arrêté et où il est descendu. L'OVNI devait flotter un peu plus au nord, à savoir par là. Je ne dois plus être très loin du lieu exact. Ça devait être juste là. L'OVNI flottait au-dessus de cet endroit précis. Il a dit qu'il y avait une petite trouée. Et la route est à proximité. Aujourd'hui, le sol est couvert de neige et des arbres ont poussé. C'est la route d'où venait le camion. Je suis sur une souche. L'arbre a dû être abattu peu avant la venue de Travis. Je vais voir si on peut observer le ciel d'ici. Ryder pour James. Je suis la Ryder. J'ai entendu quelque chose. On aurait dit des coups de feu. T'as entendu la même chose? Oui, ça m'a paru très très proche. Ouais, je trouve aussi. Ça me plaît pas, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste ensemble le reste de la nuit. Bouge pas, Benny et moi venons vers toi. Entendu.
On s'enfonce. Fais gaffe. James, Hey, c'est toi. qu'est-ce qui se passe? J'ai repéré la route forestière sur laquelle s'était arrêté le camion. L'endroit où se trouvait l'OVNI. Regardez là, juste là. On sent quoi? Regardez les gars, regardez. Quoi? Vous l'avez vu quand même. Quoi? Juste là. J'ai vu une lumière bleue qui s'est divisée en trois, vers le bas. Je vois rien du tout. James, je t'aurais cru plus coopératif. Je demande pas mieux, mais je peux pas faire apparaître des ovnis comme ça. C'était quoi? Je sais pas, c'était bizarre. Vraiment bizarre, je vous jure. Et si on montait un trépied ici, au cas où ça reviendrait? C'est ce que je fais. Ça m'étonnerait que ça revienne, mais au moins, je serai prête. Voyons ce qu'il y a par là. Arizona me déçoit pas. Tous au campement! Vite, vite, au camp! Quoi? James, viens! Mais je suis là! Dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Les sauveteurs ont crié, tous au campement! C'était quoi? Salut! Salut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ours qui rôde par ici. Je l'entends encore. Un gros ours brun? Oui. Il peut être agressif? Oui. Surtout si c'est une femelle avec ses petits. Il est préférable de lever le camp pour ne pas la déranger. C'est pas vrai. Je suis du genre casse-cou. Je serais bien resté sur place. Ben et James étaient moins chauds. Maintenant qu'on est de retour au QG, on va prendre le temps d'analyser les preuves recueillies. Commençons par l'engin volant en forme de triangle ou de boomerang que les gens voient dans le ciel d'Arizona. Ça ressemble clairement à un avion de forme triangulaire. Je me demande si ça ne pourrait pas être des avions volant en formation serrée. Je pense que Terry Connet a effectivement filmé un engin volant de forme triangulaire. Mais il n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ça pourrait être un B-2 ou un appareil expérimental. On n'a pas encore éliminé ces possibilités. Voilà l'expérience de saut en chute libre. Juste un extrait. C'était dément. Mais ça n'a rien à voir avec un ovni ou ce que les gens ont vu en mars 97. On voit clairement le mouvement de chute. Des fusées de détresse ne se déplacent pas horizontalement dans le ciel. On ne peut pas regarder les images de notre expérience et celles prises par les différents témoins et dire que c'est la même chose. Les lumières de Phoenix ne sont pas le seul phénomène étrange survenu en Arizona. Il y a aussi l'affaire Travis Walton. Le vaisseau était en vol stationnaire à cet endroit et le rayon de lumière a englobé toute cette zone. Voilà. Travis et moi avons examiné les cernes d'un arbre. Au moment de l'enlèvement, en 1975, on voit un changement radical dans la taille des cernes. L'arbre a poussé 4, 5, 6 fois plus vite qu'auparavant. La différence observée est spectaculaire, mais on n'a pas analysé toutes les données environnementales. Sur le relevé topographique panoramique des lieux, rien n'indique de façon convaincante que les arbres ont poussé plus vite à cet endroit-là. Je suis persuadée que des ovnis survolent l'Arizona, mais je ne pense pas qu'ils viennent de l'espace. Si tout le monde avait un objectif comme celui-ci, il y aurait 10 fois moins de signalements d'OVNI. Pour moi, c'est pas une coïncidence si, en plein désert, au sud-ouest, il y a 2 bases aériennes. Il existe tout un tas d'avions militaires expérimentaux. Je crois qu'il s'agit de tests militaires à grande échelle, pas d'engins venant de l'espace.